Vous accompagner et vous présenter un programme, je l'espère, qui vous plaira. Nous serons ensemble dans un tout petit moment avec Amel Haribi pour nous donner les nouvelles du ciel. C'est juste après le sommaire. Nous allons d'ailleurs vous inviter à suivre toute l'actualité qui va nous réunir ce matin, à savoir donc l'auteur qui est poétesse, auteur, Fla Andalusia, une auteure prolifique qui a l'habitude aussi de faire des rencontres littéraires. Et aujourd'hui, elle vient tout fraîchement nous présenter son tout dernier recueil de poésie intitulé Rimes méditerranéennes. En tout cas, on fera un gros plongeon dans cette poésie qu'elle invite à faire découvrir aux lecteurs, en tout cas tous ceux qui aiment la poésie, hymne à l'amour et surtout aussi à la découverte puisqu'elle met au piédestal bien sûr l'Algérie à travers bien sûr sa poésie. Nous aurons également Semira Hadjarmor dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera encore une fois d'un classement de dossiers au niveau de l'UNESCO. Cette fois-ci, c'est les routes de Oued Souf. Bien sûr, ces petites oasis qu'elle va nous mettre, faire un gros plan sur les oasis donc de Oued Souf à travers, bien sûr, les dossiers de classement. Nous aurons également Hassan Arab dans sa rubrique Une page d'histoire. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur une bataille qui a été une bataille historique menée par l'Emir Abdelkader. Ça s'est passé du 23 au 26 septembre. C'était 3 jours. 3 nuits, une bataille en tout cas très courageuse dont nous parlera Hassan Arab. Et puis on aura aussi l'artiste peintre Djeffel Adlan Djeffel qui va exposer, qui expose en ce moment même à la galerie Asla du 27 et ce jusqu'à la fin du mois, donc enfin tout un mois consacré à son art. On fera connaissance bien sûr avec son travail et bien sûr ses états d'âme. Et puis on aura le plaisir d'avoir aussi un représentant donc, du ministère de la Solidarité pour parler bien sûr des affaires scolaires et bien sûr le centre psychopédagogique de Belkhadem représenté par un représentant du centre psychopédagogique, j'y arrive, de Belkhadem. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. On vous laisse en compagnie d'Amel Haribi tout de suite pour les nouvelles du ciel. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Très bien, c'est le calme. Oui, le calme total. C'est l'ambiance, bien sûr. Et tu vas nous donner les nouvelles du ciel. Bon, les nouvelles du ciel, on peut dire que ça va en ce moment. C'est la calmie, ouais. C'est la calmie, c'est des températures de saison. Oui, on peut dire. Oui, ça y est, on va vers le mois d'octobre. Hein. Oui, Inch'Allah. Mardi, hein. Mardi? Non, mercredi. Mercredi, 1er octobre, ouais. Donc ça va, il ne fait pas très très chaud. Ça va, c'est agréable, c'est supportable. Les matinées sont carrément fraîches. Ah, c'est agréable. Moins d'humidité. C'est le point le plus important, c'est la moins d'humidité, on part sur Alger, hein, en tout cas. Ouais. Moins d'humidité le matin. Pas trop quand même. Ça va. Ouais, ça peut aller. Le reste? Le reste, on y va. C'est tout de suite. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté de la brume sur les régions l'Est, eh bien le temps restera dégagé à partiellement voilé, mais à noter des formations cumuliformes par contre vers l'intérieur et le plateau de l'Ouest. Et ces nuages peuvent donner quelques pluies orageuses, mais en soirée. La moitié sud, des orages également vers l'extrême sud, le Hégab, le Tassili. Ailleurs, rien à signaler que du beau soleil avec toutefois des sements de sable vers le Béchar, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Côté Mercure, eh bien, Météo Algérie prévoit durant l'après-midi 22 degrés le minimum du côté de Djelfa, 24 à Batna, 25 à Al-Bayad, Sétif, 28 degrés à Tizi Ouzou, également à Naba, 27 à Galma, 32 degrés à Alger, également Relisa, Nishlef, 30 degrés à Tlemcen, 29 à Oran, 25 degrés à Al-Bayad, au sud, 29 degrés, et oui, du côté de Gardaya, 32 Biskra, Ouargla, également Béchar, 36 Ilizi, Tindouf, 37 degrés à Tamanrasset et Janet, 39 à Drar, Timimoun, Insalah et 43 à 44 degrés de Ingzem vers Borj Vedjimurtal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est avec des vents faibles jusqu'à 30 km/h. Les vents sont de secteur ouest sur les côtes ouest et est sur les côtes centre et est. Un petit tour
du côté de l'Europe où on aura un ciel partiellement voilé. À Lisbonne, quelques faibles pluies par contre à Kiev, également Londres, un temps nuageux à Paris, Istanbul, dégagé à Berlin avec un beau soleil. Par contre, le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Vienne et Moscou. Le mercure affichera 9 degrés seulement et 8 du côté de Moscou, 12 à Kiev, 18 à Berlin, également Vienne et Londres, 19 à Paris, 21 à Istanbul, 24 degrés le maximum à Rome en passant par les 23 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, excellente matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel et aujourd'hui, bien sûr, une belle journée comme d'habitude. On aura le plaisir de te retrouver à midi et 19h, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et demain aussi avec toi. Et demain, bien sûr, évidemment. C'est toujours un plaisir d'avoir à mes côtés Amel Aribi de Bon Matin et je suppose que vous aussi, vous l'attendez régulièrement pour les nouvelles du ciel et bien entendu avec... Chanson. Ouais, la chanson. Allez, pas de devinette ce matin. Ah non, je sais que tu vas pas deviner. Ah, moi, je suis nulle en devinette. Non, s'il te plaît. Pas de devinette. Je sais que c'est très difficile. Je peux pas te dire de quelle origine il est, ni rien du tout. C'est Shamsou de Freakland. Ah oui, Shamsou. Une belle voix, hein, Shamsou. On le salue. J'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu dans Bonjour d'Algérie. Eh ben, un message. J'espère qu'il est à l'écoute. On l'embrasse. Et bien qu'il n'est pas peut-être trop du matin, mais peut-être qu'on aura le plaisir de le recevoir. C'est Shamsou qui nous chante Allô, allô, Amel. À très vite. Inch'Allah. Voilà.
Notre plateau, on adore bien sûr cette chanson qui nous met de bonne humeur avec les rythmes et les rimes surtout de Chemsou Friklen avec bien sûr ce beau clip avec l'Afrique bien sûr. Et notre invité va nous parler de l'Afrique justement ce matin, va nous parler de la Méditerranée et bien évidemment de la mer et bien de belles choses concernant l'Algérie. Il s'agit de Assia Andalousia. Bonjour. Fella Andalousia. Fella, comment ça va? Alhamdulillah, et vous, ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va, alhamdulillah. Parfait, on est toujours content de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Auteure prolifique, amoureuse donc des mots et surtout de la culture algérienne en général. Exactement. J'aime beaucoup parler du patrimoine, de l'artisanat, enfin de tout ce qui a attrait à l'Algérie. Vous allez suivre aussi la rubrique avec nous de Samira dans un moment. Samira Hadjamar qui, elle, chaque semaine nous parle et nous emmène à travers les beaux paysages de l'Algérie, à travers le patrimoine de l'Algérie et surtout, elle tire les sonnettes d'alarme concernant les classements, concernant certaines choses qui peuvent se dégrader rapidement. C'est concernant notre patrimoine, Samira. Exactement. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, le route, on va à Ouadsouf. Oui, dans un moment, on va en parler. C'est vrai que c'est menacé, mais beaucoup de choses ont été faites, notamment par l'Algérie, pour les protéger. Voilà, tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sensibiliser la population à tout ce qui nous entoure concernant notre patrimoine, notre biodiversité également, hein, parce que c'est important de pouvoir les préserver. Et clair. Que ce soit Samira ou que ce soit nos auteurs, tous ceux qui travaillent pour justement faire rayonner la culture, le patrimoine, ils le font à travers, bien sûr, des écrits. C'est ce que vous faites. Exactement, à travers des romans, des nouvelles, de la poésie, de la prose, on essaye de mettre dans la lumière donc tout ce qui est positif dans notre pays. Tout à fait. Et vous êtes une personne qui avait touché un petit peu à tous les domaines, on va dire, hein, puisque vous êtes diplômée de l'USTHB, vous avez un diplôme d'informatique, électro... alors, informatique, économétrie. Économétrie, sciences voilà. Économétrie, stats, proba. Je ne suis pas sortie au fait du monde cartésien. Et là, donc, j'ai une formation complète sur la microéconomie entreprise, macroéconomie le pays. Et puis, bien sûr, tout ce qui est réminiscence grâce à la grande machine informatique. Tout à fait. Et là, vous avez toujours le sourire puisque vous allez vers les autres. Très souvent, vous faites des rencontres poétiques, des rencontres littéraires et culturelles. Très, très souvent, vous faites partie de certains clubs, n'est-ce pas? C'est important parce qu'il y a un monsieur, un écrivain, c'est-à-dire envers qui j'ai beaucoup de respect. Ce monsieur Berkani m'avait dit, quand j'ai édité le premier, Fla, tu vas voir dans ton premier SILA des jeunes, des adolescents intimidés qui aimeraient parler aux auteurs mais qui ne pourront pas. Fais attention. Et c'est resté dans ma mémoire et j'essaye de faire le maximum pour la jeunesse algérienne. Pour leur donner de l'assurance et de l'estime de leur eux-mêmes. Et puis pour éditer surtout. Voilà. Et bien sûr, encore une fois, vous venez avec ce tout dernier né. Oui. C'est ce recueil de poésie, puisqu'on a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois à travers vos différents romans. Vous en avez deux. Oui, la saga de Camilla. La saga de Camilla, voilà. Et un recueil de nouvelles et poésie. Donc c'était un peu plus trash, qui parle de nos problèmes sociétaux. Et puis c'est des problèmes mondiaux. Et là, je reviens vers la poésie parce que voilà, j'ai l'âme d'une poésie. Bien qu'au départ, quand vous me disiez quand j'ai commencé à écrire, j'aimais pas trop, j'avais peur de me faire éditer et lire. Et finalement, vous avez passé le cap. Oui, c'est difficile parce qu'il faut se préparer psychologiquement. C'est les conseils que je prodigue aux jeunes écrivains. C'est de se préparer psychologiquement justement au plateau, à la radio, aux interviews et surtout à notre public, aux lecteurs. Donc c'est important. Ça y est, maintenant vous connaissez tout le monde. J'espère, mais l'aventure humaine continue. Tout à fait. Comment est-ce que votre entourage vit cette nouvelle notoriété de Fella? Alors, mes enfants, donc j'ai que des garçons, voilà. Et ils sont là, ils me soutiennent. Et je suis entre deux mondes, au fait. L'aîné, il a 28 ans, le dernier, 11 ans. Et voilà, il est dans mon monde, plus dans mon monde le dernier. Et il me dit, maman, si tu fais une erreur, je ne lirai pas tes ouvrages. Donc, vous voyez un peu le stress. Ça commence déjà chez moi. Et puis, on essaye toujours d'être plus exigeant envers nous-mêmes pour donner le meilleur au lecteur. C'est ça. Et c'est important parce que vous leur inculquez aussi l'amour de la lecture. Tout à fait. Donc, ils seront obligés de lire le papier de maman. Ils lisaient déjà en anglais. Voilà, donc les aînés, ils lisent en anglais. Le dernier, il lit dans toutes les langues. Et j'essaie plutôt de leur inculquer le coup de cœur.
Parce que si on n'a pas le coup de cœur pour un livre, il sera puni dans la bibliothèque. Et ça, je pense que c'est le pire. Voilà. Alors, on va parler bien sûr de ce tout dernier né, recueil de poésie Rimes méditerranéennes. Ça nous emmène à travers donc beaucoup de choses, à travers la Méditerranée, tout ce qui nous entoure, la beauté de la Méditerranée. Exactement. Donc, le bassin méditerranéen est l'un des plus beaux du monde. Et au fait, ce recueil était prêt avant Camilla. Mais Camilla, insistante, séductrice, voilà, elle a été éditée la première. Et là, c'était vraiment un hommage très très cher, d'abord à mon père, à Saint-Eugène, parce que mon père, il est des grands-parents de Bolloré, Saint-Eugène. Et puis, il y a toujours ces souvenirs qui animent l'enfance et qui restent. Et c'est important de garder son âme d'enfance. Et là, je suis vraiment dans les réminiscences et je tenais à rendre hommage à la mère qui a fait partie de ma vie très très jeune. C'est grâce à mes cadres, peut-être de la fenêtre, vous voyez la mère. Et je pense que c'est génétique, héréditaire. Si on aime la mère, donc c'est toute la famille, c'est un peu une présence presque humaine. Voilà, sentir l'iode, voir ce bleu apaisant, c'est très important pour moi. Ça m'inspire, ça me ressource aussi. Ça a été préfacé par Lounès Razali? Exactement. Donc, j'ai eu l'honneur de le recevoir pour parler de ses ouvrages. Et j'ai beaucoup aimé sa plume, sa sincérité, comme dit Malik Haddad, la nécessaire sincérité. Et je lui ai demandé, donc il a accepté. Et voilà, ce fut aussi un bel échange entre Il en dit beaucoup de choses d'ailleurs. Beaucoup il de choses. Donne envie, carrément. Avec le cœur. Avec le cœur, tout à fait. C'est un hymne à l'amour, c'est un hymne aussi à l'amour de votre patrie, l'Algérie. D'ailleurs, vous allez nous en déclamer un dans un moment sur l'Algérie. Exactement. Mais sinon, ça ne parle pas que donc, de la mer uniquement, mais plutôt donc, des paysages, de l'état d'âme surtout. Les états d'âme, exactement. Et les sentiments. De l'humain. De l'humain, exactement, sous toutes ses facettes, voilà, sans tabou, sans censure, de nous-mêmes, au fait. C'est ça. Et au fait, c'est des poèmes que j'ai écrits durant des années, et voilà, ils sont là à présent, et il y a toujours cette émotion. Oui, vous avez fait comme des choix. Vous avez fait un choix pour justement garder certains, mettre de côté d'autres. Oui, la plume mûrit. Elle mature et elle évolue. Et donc, c'est des poèmes que j'ai écrits en 2013, en 2009, en 2010. Et j'en avais 182 qui étaient enregistrés à Londa depuis 2019. Et au fait, c'est eux qui nous appellent. C'est eux qui font le choix, c'est pas nous. Donc, mais subhanallah, c'est eux qui se retrouvent dans ce recueil parce que, voilà, ils ont décidé que ça sera eux cette fois-ci et les autres, ils vont attendre et patienter pour d'autres recueils. Voilà. Est-ce que vous les avez classés ou vous les avez mis par ordre peut-être de présentation? Alors, c'est drôle, j'avais écrit sur l'Andalousie sans la connaître. Donc, il y a une partie, je l'ai appelée Fragrance andalouse, et la seconde partie, ça parle des sentiments. Et c'est drôle, à chaque fois que j'avais prévu de visiter l'Espagne, il y avait toujours un truc personnel, professionnel, ou un enfant qui est malade. Parce qu'il était écrit qu'en 2023, j'aurai une invitation à l'Université d'Alicante de littérature-philosophie en tant qu'écrivaine. C'est bien. Et c'est émouvant parce que quand j'ai su que j'allais faire espagnol à l'époque au CEM, et c'était la seule classe au collège, j'ai pleuré parce que j'aimais la littérature anglaise. Et j'ai imaginé que j'allais lire en anglais. Et puis c'était la seule classe et j'ai boudé et j'ai essayé même d'intervenir. Et regardez le revers des choses. Des années après, j'écris en espagnol, je fais hommage ou je rends hommage à tout ce qui est andalou et je m'appelle même Fla Andalusia parce que je suis une amoureuse, une passionnée d'histoire de l'Andalousie. Et donc, je parle beaucoup aux enfants pour leur dire justement quelquefois des rêves ou des choses enfouies, on va les retrouver. On a des questions quand on est jeune. Et puis plus tard, on se dit, tiens, voilà la réponse. Et c'est un peu ça, je vis de cette façon. À chaque fois, il y a une réponse, il y a une révélation, et c'est ça la magie de l'être humain. C'est ça la magie de l'être humain, c'est le destin aussi qui nous attend quelque part et qui nous réserve quelques belles surprises. Exactement. Samira adore la poésie. Elle nous le disait tout à l'heure, et ça sera l'occasion de la vie pouvoir ne écouter. peut être sans poésie, c'est impossible. C'est clair. Alors, pour l'Andalousie, on n'a pas besoin pratiquement d'y aller. On la retrouve dans la culture et l'architecture algérienne. Partout, exactement. On a des imprégnations, que ce soit dans la musique, puisqu'il y a la musique classique algérienne
qui est une musique à l'origine andalouse. Et il y a aussi tout ce qui est architecture, tout ce qui est décoration. Tout à fait. Mekla. Oui, Mekla. et bien sûr, dans la façon aussi de vivre, quelquefois, et dans le dialecte aussi, il y a des emprunts aussi à la langue, bien entendu. Inti Mouchet Oran. Oui. Alger. Ça foisonne, partout, tout à fait. exactement. Alors, on va peut-être écouter justement ce premier poème sur l'Andalousie. Vous vouliez commencer Alors, par l'Andalousie ou par l'Algérie? L'Algérie. Vous avez justement choisi quelques poésies que vous mettez au tout début. Tout à C'est fait. toujours l'Algérie C'est l'Algérie, sur le l'Afrique. piédestal. Oui, l'Algérie, l'Afrique. Donc, il était temps que je rende hommage à mon pays. Donc, avec sa beauté, ses perfections, ses imperfections, c'est mon pays et j'en suis fière. Voilà. On vous écoute. Alors, Argelia Miamor, elle reçoit un message. Rien n'est écrit. Un autre message suit. Une lettre. Un A en majuscule. Est-ce un message pour elle? Pourquoi juste une lettre et pas une consonne? Pourquoi un samedi et pas un autre jour? Pourquoi le 5 juillet 2025? Un A dans toute sa noblesse. Un A qui voyage dans un merveilleux continent, Afrique. Un A qui pourrait aller plus loin. Un A comme le début d'un lien. Un A qui sème tant de doutes en elle. Un A qui la fait sourire malgré elle. Un A qui l'interpelle, qui la rend encore plus belle. Un A qui porte l'espoir en elle. Emel, l'Algérie, un volcan de sentiments. Voilà, c'est beau. Donc un choix de mots que vous avez donc placé scrupuleusement pour pouvoir décrire tout l'amour que vous portez pour votre pays. Toute l'émotion, la Toute l'émotion. reconnaissance, la gratitude. Et puis la poésie, c'est quelque chose qui s'écrit tout de suite. C'est-à-dire on est ému, on écrit. On ne l'est pas. Moi, je ne pourrais pas écrire autrement C'est si je ne clair. suis pas émue, positivement ou négativement. Voilà. C'est pas sur commande. Hein. Du tout, Du tout. du tout. C'est une chanson, c'est un souvenir, c'est une odeur qui vous Exactement. permettra de revivre fait. tous ces sentiments et Exactement. les faire remonter à la surface. Exactement. Alors, Samira? Je sais pas, on a toujours dit que les poètes avaient une perception assez unique de tout ce qui les entoure, de la vie. Et je me demande comment vous percevez. C'est comme les artistes. Qu'est-ce que nous, on ne perçoit pas que vous percevez différemment ou C'est autrement? les petits détails. C'est les petits détails. Donc, quand je me balade dans les ruelles d'Alger, je peux être inspirée ou pas. Quand je cuisine, ces Oui. derniers temps pour mon dernier roman, voilà, quand je cuisine Oui. et je suis en train d'essayer des recettes dans Andalouse et voilà, parce qu'il y aura les deux, ça sera un D'accord. peu une étude comparative de tout ce qui nous Ouais. relie. Et voilà, maintenant Une paella? voilà, une paella, une belouza, un dessert, tout Voilà. dépend. Le jardin aussi m'inspire beaucoup. Absolument. Mes enfants, voilà, surtout le dernier avec son innocence et tout, quand je veux C'est clair. écrire sur l'enfance. Clair. Tout ce qui nous entoure est poésie, comme l'a dit la dame. Voilà. Vous avez un deuxième poème? Alors, Fragrance andalouse, D'accord. voilà. Alors, je parle du matador. Cet être qui est détesté, au fait. C'est qui vrai. tue le taureau. Ces derniers Moi, temps. je le perçois différemment. Beaucoup de poétiquement. polémiques autour. Oui, exactement. El Matador. Il vient de boucler ses 20 ans, brun, cheveux raides, aux grands yeux marrons. C'est son jour de gloire, il se prépare, se regarde une dernière fois dans le miroir. Vêtu d'un son costume neuf, il ajuste sa veste et d'une allure élancée s'en va. Juan, 9e de sa génération. Sa vie sera l'arène, le temps d'une passion. Il devra vaincre ses peurs, porter fièrement les racines de ses aïeux, perpétuer les traditions. Il se pose tant de questions. A-t-il hérité de la malédiction ou ne mourra-t-il pas? Il met sa cape et son chapeau, rend son épée d'or et d'argent. Ornée de pierres précieuses, c'est le destin qui décidera de son sort. Face à la bête qui l'attend, c'est la survie ou la mort. Il entre dans l'arène, bondé de monde, tel un chevalier en table ronde. Fier et vaillant comme ses aïeux, il va à la guerre en priant son Dieu. La musique, les tambours et les guitares, des yeux d'amour de toutes les filles d'Alicante. L'arène en folie s'embrase sous le refrain qui s'élève, en écho dans le ciel. Juan te quiero, querido matador. Les mêmes moites, le cœur qui bat, avec sa cape rouge, il le provoque. Olé Juanito, reprend la foule. Sous le soleil et les applaudissements, la sueur perle sur son front. Et le taureau reçoit le premier coup. Il saigne, il gigote, il s'effondre, vaincu sur le sol. Juan a de la peine. C'est Lucilio, son petit veau, qu'il a vu naître dans sa plaine, entre ses bras dans son manteau. Il doit l'achever, mettant un terme à sa souffrance. Il pleure,
quand la bête s'affale, sous son premier coup fatal. Bon, c'est l'émotion. Le cœur fendu, il suffoque, le couvre délicatement avec sa cape. Il sera le dernier matador de sa lignée. Plus jamais il ne tuera. Donner sans raison la mort ne sera ni son rêve, ni son destin. Ah, c'est beau, hein, c'est beau parce que vous êtes et pour et contre. C'est vrai que la lourdeur de la tradition et bien sûr aujourd'hui le vécu, le dilemme exactement de aujourd'hui des pour et des contre, bien sûr, cette tradition. C'est très beau. Banni, hein, non, moi je suis triste parce qu'on n'a pas vécu dans ces traditions. C'est cela. Voilà, un animal a droit à la vie. C'est bien sûr le courage aussi du matador et bien sûr cette pression, ce travail sur soi pour pouvoir affronter cette bête. Dire non. Et dire non. Dire non, je ne referai pas. Et peut-être rappeler que les arènes d'Oran ont réouvert il n'y a pas très longtemps et qu'elles ont été réhabilitées et qu'il y a un programme artistique. Il y a eu en tout cas un programme artistique qui s'est déroulé pendant l'été. C'était très très agréable. C'est un endroit unique parce qu'il y a une acoustique qui est très très particulière. Au-delà de l'architecture du monument, c'est très extraordinaire. Voilà. En tout cas, c'est très beau, hein, ce que vous écrivez à travers, bien sûr, cette émotion qui se dégage et tous les mots que vous choisissez minutieusement pour pouvoir toucher le cœur directement de votre lecteur. C'est la justesse des mots. C'est ça. Et toujours, c'est-à-dire, je prends très sérieusement les conseils qu'on me prodigue, donc des anciens écrivains, etc. Et on essaye toujours de s'appliquer, de faire des recherches, voilà, c'est-à-dire de créer un changement. C'est ça. Voilà, positif. Alors c'est beaucoup d'état d'âme à travers ce recueil de poésie. Exactement. À chaque fois, c'est bien sûr un autre thème que vous racontez. Exactement. Ça va donc toucher beaucoup de personnes qui vont peut-être se reconnaître à travers les mots que vous avez donc planchés sur ce papier. Ça sera peut-être une vente dédicace bientôt? Aussi là, Inch'Allah. D'accord, c'est bientôt, hein? Oui, le 28. C'est bientôt, le 28, Inch'Allah. Eh bien, on sera au rendez-vous pour venir vous voir. Merci, et surtout, j'imagine que vous êtes en pleine promotion de votre ouvrage. Oui. Les derniers instants, les dernières retouches, donc il est en édition. La partie infographie est terminée. Et puis, on a hâte de le voir en version papier. C'est toujours émouvant de voir. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Là, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que votre recueil de poésie s'appelle Rimes méditerranéennes. On a eu un petit avant-goût ici sur notre plateau. Le reste, il faudra bien sûr l'acquérir pour pouvoir se régaler. Exactement, merci. Voilà. Vous allez suivre avec nous la rubrique de Samira, c'est tout de suite Écume et patrimoine. De retour, ouais. C'est l'émotion, on va dire. Alors, on va parler bien sûr donc de ce classement. Encore une fois, vous nous avez donc déjà décrit la semaine dernière, enfin le week-end dernier, enfin vendredi, un premier dossier de classement avec beaucoup de choses. Oui, il y en a plusieurs qui ont été déposées. Montagnes. Sur sur plein de choses, sur le patrimoine immatériel algérien. Donc les dossiers ont été déposés, je pense avril-mai, et les routes de Oued Souf font partie de ces dossiers déposés par le CNRPH, donc le ministère de la Culture, l'Algérie, à la protection du patrimoine mondial. Tout à fait. Voilà. Alors on connaît de Oued Souf ses coupoles. C'est 1000 coupoles magnifiques. Quand on voit de vue d'avion, c'est extraordinaire, c'est impressionnant. Là, vous nous emmenez à découvrir les oasis. Oui, les oasis. Les petites oasis. Exactement, les routes. Les routes qui simplement veulent dire crevasses, cratères, dépressions dans le sol. Oued Souf est à 500 km d'Alger, c'est le désert, on est dans l'ergue orientale, c'est dans la wilaya d'El Oued bien sûr. El Oued s'étend sur 82 000 km, c'est énorme. On dit que c'est la plus... El Oued ou Oued Souf se trouve sur la route la plus longue d'Algérie. D'accord. Voilà. On est à l'est, bien sûr, on va dire sud-est de l'Algérie. Oued Souf, comme tu l'as dit, elle est connue pour c'est la ville aux 1000 et une coupole. Tout à fait. Une architecture très particulière. C'est fait à partir de gypse et de plâtre. Ces ruelles sont connues et tout. Sa mosquée. Surtout, qu'est-ce qui est connu, c'est les routes d'El Oued qui ont une valeur exceptionnelle. C'est un élément du patrimoine algérien qui est unique au monde. C'est un système, on va dire, agricole d'exception, exceptionnel. Ce sont les agriculteurs, le Flahin, Oued Souf.
qui au XVe siècle ont Décidé. ont inventé ce système. C'est un système qui s'adapte au climat de la région. C'est un climat qui est aride et sec. Pour moi, le métier de fellah est déjà un travail très difficile, mais encore plus quand c'est dans le Sahara. Ils se battent contre le sable. Ils se battent contre le sable, ils se battent contre le vent, contre la météo qui n'est pas toujours clémente, et par le manque d'eau. Alors pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est exceptionnel. Tu me dis pas pourquoi c'est exceptionnel, si tu veux me dire pourquoi c'est exceptionnel, Samira. C'est parce que on dit que c'est une agriculture inversée. C'est-à-dire que, alors on le voit à l'écran, c'est un route, ce sont des palmiers bien sûr, on en retire des dattes, il y en a 26, il y a plus d'une vingtaine de variétés. Il paraît que c'est exceptionnel, on l'appelle le Bali, donc B2Ali. Et c'est particulier à cette région. Bon, ça s'étend un peu à Biskra et ce qu'il y a autour, mais le Oued Souf, c'est très très particulier. Les fleurs, donc les agriculteurs, plantent les palmiers, on va dire, à proximité des nappes phréatiques. Exactement. C'est une technique, c'est vrai. Oui, voilà. Donc c'est à 10 mètres de la nappe phréatique sur un certain diamètre et donc c'est grâce à l'humidité que les racines vont se développer. La nature est tellement bien faite qu'il n'y a pas un gaspillage d'eau. Donc tout est régulé par la nature. On voit que c'est au milieu de dunes, ce sont des, on va dire des mini-oasis un peu partout. Alors il existe, c'est sur plusieurs communes de l'Oued. Et ce qu'il y a, c'est que ça peut être, le fellah peut habiter à l'intérieur du route, comme il peut être un peu loin. C'est comme une mini-oasis. C'est des crevasses en fait. Des oasis. Ça devient des crevasses après. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est miraculeux, c'est le fait que ça soit en plein milieu. C'est l'arc oriental. C'est une énorme. Ce sont des dunes en fait de sable et ils se battent. Alors, ils se battent aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, contre déjà l'architecture, moderne, qui est galopante. Alors, quand il y a une nouvelle architecture, ça veut dire qu'il y a un rejet d'eau, il y a les eaux usées. Et ça nuit énormément à la nappe phréatique. Donc il y a eu une diminution de production de ces routes. Mais bon, tout de suite, ils ont réagi. Déjà en 2006, il y avait eu des négociations. Et la FAO, donc l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, a classé les routes de Oued Souf au patrimoine mondial avec une valeur exceptionnelle. Et donc, c'est une manière de les protéger, d'éviter que la menace s'étende. Voilà, que ça se perde et que surtout le métier se perde. C'est un métier traditionnel, ancestral. Un savoir-faire, tout à fait. Un savoir-faire. Typique, bien sûr, de l'Algérie, typique de ces agriculteurs. C'est un peu comme les Fogaras, bien sûr, ce partage d'eau intelligent aussi dans le sud du pays. Voilà, la gestion de l'eau. Exactement. On est en pleine récolte. La récolte, c'est septembre-octobre, des dates. Mais surtout, qu'est-ce que nous a montré Oued Souf? On a Ranaf Sahara. Et eux, ils arrivent à cultiver. Oued Souf est connu pour la pomme de terre. Ça a beaucoup marché. Toute la culture maraîchère. Exactement. Les poivrons. Voilà, je crois qu'ils ont commencé l'exportation. Il y a aussi des céréales maintenant. Ils ont amélioré, on va dire, les techniques. Tout à fait. Ils ont modernisé. Il y a des étendues incroyables parce on s'est déplacé, des étendues incroyables d'oliviers, donc des oliveraies à perte de vue, et ça a été avec des systèmes bien sûr modernisés, le système de goutte à goutte, etc. Donc le classement à l'UNESCO permet de faire perdurer cette. Ça le protège d'abord. Il y a une attention particulière de l'État. C'est-à-dire ils ont développé énormément de projets, et puis surtout ça contribue aussi au tourisme. Les gens viennent. Il y a énormément. Oued Souf est une destination prisée. Oui, on peut y aller maintenant. On peut y aller même. Des vols directs, carrément. Il y a des vols directs. Il y a un très bel hébergement là-bas. Les gens sont très accueillants. Ils ont avec le khobz al-mella qui mettent. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est comme celui de. Il y a la tegla, comme on appelle, qui cuit dans le sable. La tegla, tamanrasset. Mais
eux, La mella. Voilà. Khobz el-mella. Khobz el-mella, exactement. C'est fait Bdjmer, c'est très intéressant à découvrir. Déjà, la culture de Oued-Souf, d'El-Oued elle-même est à découvrir. Tout à fait. En tout cas, bravo pour cette présentation. Ça nous donne envie d'encore d'y retourner. Peut-être que Fella va peut-être écrire là-dessus. Là, elle ne peut plus s'arrêter de pleurer. L'émotion débordante. Aïe, 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 la C'est pas les poussière. routes. Non, 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 non. En tout cas, bravo Samira, merci beaucoup. On se retrouvera dès demain pour une rencontre, encore une fois, à travers cette rubrique Écume et patrimoine. Bonne journée. À vous aussi. Merci beaucoup. Fella, à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous invite tout de suite à aller faire une belle découverte. Cette fois-ci, un artisan qui nous montre un savoir-faire, un vanier, donc de la région de Djanet, que nous fait découvrir Rina Lerari. Djanet, avec sa belle palmeraie, ses montagnes et son oued qui traverse la ville, offre à ses habitants des moyens de vivre dans cette contrée que beaucoup croient déserte. Nous sommes entrés dans la palmeraie de Tinjded où nous avons rencontré l'Abd Ben Ahmed, artisan vannier. Il a choisi les feuilles de palmier séchées comme matière première, une matière qu'il travaille à la main pour donner naissance à de nombreux articles en vannerie. Les feuilles de palmier sont sélectionnées avant d'être coupées et séchées à l'air libre. Les petites feuilles sont arrachées et les branches chauffées avant d'être utilisées. La matière première passe par de nombreuses étapes avant d'être prête à l'emploi. Une fois la matière chauffée, nous procédons au découpage des branches à la longueur souhaitée. Nous pouvons fabriquer des lits d'une place d'1,80 m et différents autres accessoires d'intérieur. Cet atelier est situé au cœur d'une palmeraie. On distingue chez l'artisan une large gamme de produits issus de la vannerie. Il réalise des paniers, des corbeilles ou encore du mobilier, le tout fabriqué à la main avec des matériaux 100% naturels. J'utilise de la peau de bovin pour coudre les différentes pièces à assembler, ou alors de la peau de chameau. Ensuite, je laisse sécher à l'air libre environ 3 jours. Un savoir-faire transmis de génération en génération que cet artisan aspire à développer. Mon objectif est d'avoir mon propre atelier pour me lancer dans la fabrication de mobilier et d'accessoires en feuilles de palmier, ce qui me permettrait de répondre à la demande du marché local et pourquoi pas exporter certains produits. Des produits artisanaux très prisés par les touristes. Les établissements hôteliers utilisent des produits issus de la vannerie, ce qui encourage les artisans à préserver cet artisanat de la région. La palmeraie de Djanet offre une ressource naturelle extraordinaire qui assure repos et villégiature à quiconque veut fuir le bruit de la ville. Plonger au cœur de Djanet, c'est s'assurer un dépaysement total. Voilà, un savoir-faire bien de chez nous, encore une fois, pour rendre hommage à tous ces artisans et ces artistes. Eh bien, on va faire encore un gros plan sur une belle exposition qui aura lieu, bien sûr, à la galerie Asla avec notre invité, Monsieur Adlan Djefel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je vous en prie, merci. Ça faisait longtemps? Ça fait très très longtemps même. Oui, qu'on n'a pas eu le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui, enfin, je me suis éclipsé quelque part. Oui. Bon, après ma retraite, bien sûr, je me suis réinstallé sur Oran. Oui. Et bon, tout mon temps est consacré à la peinture, voilà. Oui, et bien sûr, maintenant, ça y est, vous allez faire lever le voile sur tout ce que vous avez préparé plus de liberté, plus pendant de temps. toutes ces années, caché, enfoui en vous pour pouvoir les montrer en plus large public. Exactement. Oui. Bah, on essaye. Alors, je rappelle un petit peu votre parcours. Vous êtes un artiste peintre renommé, on va dire. Vous avez fait l'école des beaux-arts d'Oran, d'Alger, c'est cela? Oui. Oui, et vous avez enseigné. Vous avez enseigné eu cette... pendant 32 ans. 32 17, ans. Enfin, 16 ans à 17 ans. L'école des beaux-arts de Mostaganem. Les études, exactement. Et bon, ça a été une belle carrière quand même. Très belle carrière. Très très belle carrière. Bon, on ne regrette rien. Oui. Surtout en pédagogie, tout le plaisir, c'est justement de donner, d'être là pour les autres. Oui. La deuxième casquette, elle est purement individuelle, elle est personnelle.
Bon, mais on fait quand même aussi plaisir par ses expositions, par sa production. Tout à fait. Le fait de visiter les ateliers des artistes, etc. Voilà. C'est ça. On dit de vous que vous êtes justement cette cheville ouvrière qui a contribué énormément pour l'enseignement et pour justement la transmission donc, de votre savoir-faire aux jeunes étudiants, à la jeune génération aujourd'hui. Enfin, on a fait notre devoir en fin de compte. C'est ça. C'est vrai que c'est une passion avant tout. C'est autant que la pratique des arts. Même l'enseignement à l'école des beaux-arts, c'est beaucoup plus une passion qu'autre chose. Si on n'a pas la passion, on ne fera jamais un bon prof. C'est ça. Un bon pédagogue, jamais. Parce qu'il faut déjà aimer. Et il y a un engagement. Après, il y a un engagement. Et tout le plaisir à tirer, c'est justement de donner l'engouement à ces jeunes, de les faire découvrir, parce qu'ils ont du potentiel et des capacités incroyables. Bon, on est là, à un moment donné exactement, on est ce qu'on appelle le pédagogue d'une manière assez basique, surtout en première année, deuxième année, mais après, on est beaucoup plus l'accompagnateur parce qu'on va essayer de faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur des étudiants. De chacun. Exactement. C'est ce que vous avez appris vous-même à l'école. Effectivement. L'école et les arts académiques, c'est important de pouvoir se situer et surtout avoir sa propre identité, pouvoir transmettre aussi ses états d'âme à travers une image, à travers un collage, à travers de l'aquarelle, à travers des huiles, n'est-ce pas? Ah là, vous faites dévoiler mes côtés cachés. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Bon, on a peut-être cette possibilité justement d'exploiter tout, de toucher à tout. Et de faire, bien sûr, quand je parle toujours du pédagogue, j'arrive pas à l'oublier, parce que parler de l'artiste, bon, là, on le découvre par le biais de son atelier ou bien par le biais des expositions. Mais le pédagogue, le plus souvent, il est un peu ignoré. On n'arrive pas à le connaître, on n'arrive pas à saisir exactement qu'est-ce qu'il peut faire de bien aux autres. Eh ben, c'est tout ça. C'est tout ça. Et pourtant, vous avez fait donc des expositions en Algérie, à l'étranger. À l'étranger. Vous avez montré ce qu'il y avait au fond de vous à travers donc des tableaux, des toiles. Effectivement, des tableaux, quelques installations. Dans mon parcours, je ne suis pas très porté sur les installations, mais parfois on est appelé à le faire. Mais sinon, bon, les expositions, c'est ce qu'on appelle nous les consécrations. C'est ça, une femme qui porte son enfant pendant 9 mois et après elle accouche, et c'est le plus grand des plaisirs. Certes, le fait de travailler, par exemple, pendant une année et demie, 2 ans, c'est pas facile, c'est douloureux, parce qu'il y a beaucoup qui croient que la vie d'artiste, c'est une vie de bohème où tout est beau, faux, parce qu'on travaille beaucoup plus dans la douleur, quel que soit. Bon, tout dépend maintenant de ce que l'on fait exactement, de sa peinture ou de son expression. Mais le plus souvent, c'est beaucoup plus, ça se passe dans une douleur, au détriment, des fois, parfois, le plus souvent, de nos familles, avant tout. Et là, je suis en direct et je tiens à m'en excuser et à présenter, bien sûr, tout mon amour à ma famille, que ce soit de mes parents, mes frangins, mes frangines, ma femme, mes enfants. On sent de l'émotion là. Hein. Beaucoup d'émotions. C'est venir parler, raconter sa vie, c'est une vérité. C'est une vérité. Aussi à côté, et là, il y a aussi parfois des amis qui sont très très chers. Dans un que je vais citer, et là, c'est un hommage que je lui rends, c'est un remerciement. C'est Didis, voilà, il se connaît. Didis tout court. Et là, bon, il faut bien marquer le point. Très bien, très bien. En tout cas, un mécène, un ami, un fils, un frère, tout ce que vous voulez. C'est vrai, parce que quand on enseigne, on travaille avec les jeunes, etc., on s'oublie un petit peu et on oublie que finalement, vous êtes vous aussi artiste, vous voudriez aussi montrer certaines choses, des états d'âme. C'est au cours de votre vie que vous voudriez être touché peut-être par un thème ou un autre. C'est comme ça que vous travaillez ? Quand on est touché, c'est une image, c'est une scène, c'est une actualité. Le plus souvent, justement, on parle d'inspiration, etc. Bon, tout dépend maintenant des artistes. Je parle par exemple pour ma personne, je ne suis pas trop qui attend ce qu'on appelle le moment de l'inspiration. D'accord. Moi, je travaille tous les jours. Bon, pour ceux qui me connaissent,
Je suis dans mon atelier vers les coups de, au plus tard 8 heures et j'en sors qu'à 6 heures. C'est pourquoi que je tiens à m'excuser auprès de ma femme. Hein, tout le temps absent. Et bon, l'inspiration, c'est au fur et à mesure. C'est comme on dit que l'appétit vient en mangeant. C'est clair. Bon, quand on a un thème général, enfin sur lequel on travaille, mes inspirations peuvent parfois, elles peuvent venir d'une image d'un journal, d'une image au niveau de la télé, dehors. Et bon, on essaie de capter. On essaie de faire le catalyseur pour prendre le maximum justement d'informations, qu'on en fait un mucus. Et à partir de là, bon, après le travail au niveau de l'atelier, chacun a sa manière de travailler. Moi, je ne suis pas de ceux qui esquissent un petit peu son tableau, je n'esquisse jamais. Je travaille ce qu'on appelle sur le spontané. Bon, bien sûr. Les couleurs, beaucoup de couleurs. Et les couleurs, c'est grâce à ma mère, je tiens à le dire maintenant aussi. Oui. J'étais un peu, je dirais pas lugubre, mais très agressif. Ouais, très agressif. On était toute une génération des années 80 où on avait une peinture assez agressive, que ce soit au niveau des couleurs ou bien le dessin. Et un jour, ma mère, elle voit mes tableaux, elle qui était analphabète illettré, mais très bon prof. Elle avait l'œil. Exactement. Elle regarde mes travaux, elle me dit les fixes, elle me dit, tu sais, Adlan, tes tableaux bahin, c'est le mot بالعربية. باهين. قلت لي بصح علاه ما تخدمش بدي كولور يكونوا باهيين ثاني. Imagine. Elle a changé complètement votre vision. Exactement. Il a fallu beaucoup de temps pour que je m'y mette. Beaucoup de temps. Et c'est vrai, bon, à un moment donné, je me disais pourquoi rester dans des palettes qui sont assez froides, agressives. Et alors que la couleur existe partout autour de nous. Elle existe, et pourquoi ne pas l'exploiter? Et ça a été ça, en fin de compte. Les déclics, ça a été beaucoup plus ma mère. Voilà. Et elle a eu raison. Elle a eu raison. Énormément. Et en fin de compte, bon, on n'a pas besoin parfois d'être agressif, que ce soit feutré ou la couleur, alors que même en utilisant un vert véronèse, on peut s'exprimer autrement. Et on s'éclate avec les couleurs. On peut en définir des variantes extraordinaires. En faisant des mélanges de couleurs, on en tire des couleurs extraordinaires. C'est illimité, voilà. C'est illimité, tout à fait. Après, bon, maintenant, on reconnaît tous les artistes par leur penchant vers des palettes bien précises. Le rouge, voilà. Par exemple, notre ami Nordine Chegran, qu'on reconnaît à travers sa palette de rouge aussi très vive. Aussi, l'utilisation des rouges. Le bleu, khadda. Voilà, et les ocres. Oui, et les ocres, oui. Et les ocres. Tout à fait. Alors, c'est une exposition que vous invitez à découvrir. Ça se passe à la galerie Aslas. C'est du 27 jusqu'à pratiquement un mois durant, où on aura l'occasion de découvrir tous vos tableaux. Il y en a combien Il y en a exactement, bon, juste entre guillemets, ou bien entre parenthèses, c'était prévu une rétrospective. Je devais présenter, bon, des travaux qui n'ont jamais été exposés depuis ma période étudiantine jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, l'espace ne s'y prête pas. On a fait j'ai fait un choix exactement de 30 à 29 œuvres. Voilà. D'accord, très bien. En différentes périodes, beaucoup plus récentes. Voilà, différentes dimensions, puisque les murs aussi il n'y a pas suffisamment d'espace. Ne favorise pas les grands formats, alors que je suis beaucoup plus porté sur les grands formats. Tout à fait. Les couleurs, on les reconnaît. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'âmes furtives. C'est des personnages qu'on retrouve à travers, on en a vu quelques-unes, n'est-ce pas, des silhouettes. Ben oui, nous, enfin, je parle de ceux qui ont fait l'école d'Oran, on a subi ce qu'on appelle une formation académique, où il y avait le modèle vivant devant nous. Après, bon, c'est les natures mortes. Il y a toujours un modèle duquel, exactement, on s'inspire pour travailler. On le reproduit. Et bon, en passant à Alger, ça n'a pas été facile du tout. D'accord. Parce que quand on a subi une formation académique, et c'est ce que je reproche, d'ailleurs des fois j'envie les autodidactes parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle ces barrières. Les limites et ces barrières. Parce que tout ce savoir, en fin de compte, au fond, c'est plus une barrière pour la création qu'autre chose. Parce que c'est incrusté dans notre subconscient. C'est dans le subconscient. On n'arrive pas exactement. Et on s'interdit certaines choses. Même si on l'écrase, ça remonte. Ça remonte. Et la majorité de ceux qui sont figuratifs, on le ressent. Cette figuration, elle va revenir. Le beau trait, le beau dessin, etc. Bon, me concernant,
une fois arrivé à Alger, il fallait me détacher de ça. Ça n'a pas été facile au départ, mais bon, grâce bien sûr à nos profs à l'époque, Duni qui est toujours vivant et que je salue, et ça a été ça. Ils nous ont permis énormément. Et bon, tous mes personnages, en fin de compte, peut-être c'est moi, c'est les autres, ce qui est sûr et certain. Bon, je n'aime pas mettre de bras, je n'aime pas mettre de faciès. Juste des silhouettes, des têtes voilà. Et silhouettes. Voilà, où chacun peut se reconnaître, où chacun peut s'identifier sans pour autant avoir ce qu'on appelle une reconnaissance faciale, etc. Oui. Une forme. Voilà. Avant, je ne faisais pas de distinction entre ce qu'on appelle une silhouette femme et une silhouette homme. Ça ne m'intéressait pas. Je ne suis ni un féministe, ni un machiste. L'homme avec un grand H. Exactement. C'est l'homme avec un grand H. L'individu. Voilà, l'individu. Et toute ma peinture, en fin de compte, tourne autour de ça. La famille, l'étreinte, une étreinte d'amour, une étreinte d'amitié, une étreinte de retrouvailles, une étreinte passagère. C'est ça. Bon. C'est dans l'espace. Voilà. Et c'est dans l'espace. C'est dans l'espace avant tout. Et, bon, et ça a une relation directement avec l'humain. Et c'est ce que je suis. Tout à fait. En tout cas, il y a foule sur vos tableaux, on le voit. Il y a énormément donc, de silhouettes pour certaines et surtout, on en a vu quelques-unes tour à tour avec beaucoup de couleurs. Quelle est la technique que vous aimez le plus? Là, j'imagine que c'est des tableaux à l'huile. C'est à l'huile que vous faites? Justement, là, je vais vous étonner. Enfin, j'ai l'apparence de quelqu'un qui est calme, mais je suis un fougueux. Voilà, je suis un nerveux, même trop fougueux. L'huile ne m'a jamais aidé parce que bon, c'est toute une technique qui est lente. Le séchage, il faut respecter, etc. Ce qui fait que je travaille beaucoup plus à l'acrylique. D'accord. L'acrylique, c'est des techniques mixtes. Mais toujours à l'eau, parce que le séchage est plus rapide. Et là, je peux reprendre une toile pendant 2 fois, 3 fois par jour. D'accord. Au minimum. Quand je me casse la gueule, automatiquement. Oui, c'est très difficile quand on arrive à commencer un dessin, un tableau, et puis se rendre compte qu'il y a un petit défaut, etc. Et soit on a envie de jeter carrément la toile, soit envie de continuer, mais la reprendre. Et c'est vrai qu'à l'huile, c'est difficile de reprendre. C'est très difficile parce que, bon, soit on va tout effacer, tout gratter, parce que quand même, il y a des étapes à respecter. Il faut être vraiment à cheval. C'est ça. C'est ce que je conseille à tous mes étudiants, à l'époque, mes étudiants quand ils travaillaient à l'huile. Mais à l'acrylique, ça permet, je ne sais pas, de reprendre la toile au moins 2 fois, 3 fois par jour. Et tout dépend. Il y a des artistes qui ne se cassent pas trop la tête. Par exemple, il 2 heures, il sort, il flâne, etc. Tout dépend des natures. Moi, j'ai une nature où je suis un acharné, je m'acharne. Dans le travail, je m'acharne. Je ne sais pas m'arrêter. Même si je dois me casser la gueule, je m'en fous. Bon, avec une déprime, une déception. mais sinon, si. Les gens ne le ressentent pas, mais si. Quand on se casse la gueule sur une toile, généralement, on déprime un petit peu. Bon, là, les artistes, ils peuvent connaître ça, mais il y a même certains qui arrivent à déchirer leur toile. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça que les grands maîtres, on a découvert que certains grands maîtres carrément changeaient de thème sur un ancien tableau. Et ça fait aujourd'hui la richesse de certains collectionneurs, quand on voit. D'un autre côté, en fin de compte, c'est l'insatisfaction. Parce que parfois, s'il y a des visiteurs, ils disent oui, c'est beau, tu laisses, etc. Mais bon, un artiste, il faut se mettre dans la tête dans un artiste. C'est ça. C'est une insatisfaction éternelle chez lui. En tout cas, votre exposition, pour ceux qui veulent donc vous rencontrer, vous voir et discuter autour donc de vos tableaux, elle est déjà en place. Elle a été en place à partir du 27 et elle va être en place tout au long d'un mois durant, bien sûr, à la galerie Asla. Et bien, on a été ravis de vous recevoir, Monsieur Hadlen Defel. Voilà, et puis parler de votre état d'âme, surtout parler de vos travaux et l'encouragement à travers donc cette peinture. Avec plaisir, même. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Eh bien, on va aller cette fois-ci à travers une pièce théâtrale, découvrir ce que nous a rapporté Lamia Benbouda à travers cette belle pièce dédiée à la Palestine Ras Trahi. On se retrouve juste après. Tu n'avais fait rien, tu ne laissais de remplir. Jamais.
Inspirée de l'œuvre de Kateb Yassine, mise en scène d'Ahmed Rezzaq et produite par le théâtre régional de Tizi Ouzou, la pièce de théâtre Palestine trahie se veut une dénonciation de la situation du peuple palestinien à travers l'histoire d'Ahmed Zeytoun, un Palestinien de souche qui, sous la menace d'un colon israélien, est contraint de se séparer de sa maison familiale et de sa terre agricole. Leila Benatiya a campé le rôle de son épouse. هي عالجها المخرج حمد رزاق بكل ذكاء بالنظرة الفنية تاعو اللي هو شافها على نص كاتب ياسين. زاد بعض اللوحات الراقصة اللي دعم بها جماليا اكزاكتومون وحب الجماليات. هو معروف أحمد رزاق بالأعمال تاعو أنها جميلة جدا ومبهرة للجمهور. الحمد لله يمكن تفاعل كبير مع جمهور المسرح الوطني، ومازال ان شاء الله العروض متواصله لاننا داعمين للقضيه الفلسطينيه، وهذا اقل شيء يقدر يقدمه الفنان الجزائري الفنان المسرحي للقضيه الفلسطينيه هو انه يرفع الرايه على الخشبه ويندد ويقول الراي تاعو ويحكي ويسلط الضوء على جانب من جوانب القضيه الفلسطينيه. La pièce, un acte de mémoire et un refus de l'effacement de la cause palestinienne. Elle dénonce le silence coupable et la complicité de la communauté internationale face au crime de l'entité sioniste. Ça a été vraiment un spectacle extraordinaire. Donc sur tous les plans, aussi bien scénographique, chorégraphique, l'interprétation, le nœud dramatique et la trame de la pièce, tout a été bien étudié et ce n'est pas par hasard qu'on l'a choisi pour l'ouverture du Festival international de théâtre de Béjaïa. Le théâtre comme a été le théâtre chez la troupe FLN de notre révolution. La troupe FLN a porté la voix de l'Algérie au-delà des frontières et a défendu cette cause et a été aussi d'un apport considérable. Donc le théâtre... Oui, le théâtre, il a toujours été un moyen de résistance, un moyen de lutte. Vivement que le théâtre aussi reprend ses droits et sa place dans la société parce que le théâtre est le miroir de la société. Une trentaine de comédiens, amateurs et professionnels ont plongé les spectateurs au cœur de l'injustice endurée par le peuple palestinien. On a touché la cause palestinienne, c'est une cause que tout le monde soutient, c'est une cause humanitaire, c'est plus que humanitaire en fait. Et puis je suis très content de faire participer de ce projet, de ce spectacle, espérant qu'il va être en dehors de l'Algérie. Comme ça, le monde entier, au moins, on va représenter quelque chose sur la Palestine. Texte, des chorégraphies expressives et une musique révolutionnaire vibrante ont symbolisé la détermination inébranlable du peuple palestinien à résister et à se battre pour sa liberté. Une pièce à voir absolument. Un très beau tableau que nous a relaté Lamia Benbouda à travers bien sûr cette pièce théâtrale qui s'est déroulée au TNA, un texte fort, donc Palestine trahie de Kateb Yassine, mise en scène par Ahmed Rezzaq. En tout cas, vous aurez l'occasion peut-être de la voir encore une fois à travers bien sûr la programmation du TNA. Et bien tout de suite, nous allons faire gros plan sur une page d'histoire. C'est tout de suite avec Hassan Arab. Bonjour Hassan. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Très bien. Une page d'histoire aujourd'hui très très belle et très importante. Très importante. C'est une bataille qui a été livrée. On va au 19e siècle. 19e siècle. 19e siècle. On est en septembre 1845. Donc ça se passe, l'histoire se déroule dans la plaine de la Tafna, plus précisément à Ghazawet. Et cette histoire se déroule le 23 septembre 1845. Certains historiens avancent une autre date, elle va du
21 septembre jusqu'au 27 septembre 1845. Donc, ce qu'on retiendra, c'est 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Donc, il s'agit de la bataille de Sidi Ibrahim, l'une des batailles les plus importantes dans l'histoire de la résistance de l'émir Abdelkader contre l'occupant français. Donc, avant de donner les détails donc, de cette bataille, il y a lieu de rappeler un petit fait parce que nous sommes pratiquement une année avant cette bataille. Le général Bugeaud a été consacré maréchal de France et le 31 juillet 1844, Bugeaud proclame lors d'un banquet qu'il a organisé justement pour célébrer cet événement, je le cite, la guerre sérieuse était terminée parce qu'il venait de mettre la main sur la smala de l'émir Abdelkader. Il pensait, d'ailleurs les historiens disent... Il en avait fini. Il en avait fini avec l'émir Abdelkader, j'imagine. Il en avait fini, d'ailleurs les historiens, tous les historiens disent qu'il crie trop tôt victoire. Alors, il a sous-estimé en quelque sorte l'énergie de l'émir Abdelkader. Donc, cette bataille, elle va se dérouler donc, dans la région de la Tafna, pas loin de Ghazouat, va en quelque sorte redorer le blason de l'émir qui était adulé et acclamé des deux côtés de la frontière, notamment après la fameuse trahison. On est en 1845, à 2 mois après la signature de ce qu'on appelle le traité de la Tafna, déclarant l'émir hors la loi. Donc il a été déclaré hors la loi par le sultan du Maroc de l'époque, Moulay Abdelrahman, et par le général Bugeaud, avec lequel il avait scellé en quelque sorte un traité d'amitié sur le dos des Algériens. Donc Montagnac, à l'époque, c'est lui, il voulait donc avoir la tête de l'émir. Il a pris l'initiative en l'absence du maréchal Bugeaud qui se trouvait à l'époque en France, donc sur une colonne de 400 soldats, un peu plus. Oui, un peu plus. Certains historiens ont émis des réserves par rapport aux chiffres. Il va essayer d'affronter l'émir. Mais l'émir, excellent stratège, va répartir sa daïra en 2 groupes. Un groupe qu'il avait lui-même donc dirigé, et le deuxième, c'est son lieutenant, Bouhamidi al-Ulhassi, qui va, d'ailleurs Bouhamidi al-Ulhassi, qui sera assassiné par les forces du Marzen par la suite, donc il a été victime également de la trahison, était considéré comme étant le général Diap, entre guillemets, de l'émir. Donc l'affrontement qui a eu lieu dans la journée du 23 septembre va en quelque sorte décimer toute l'armée. Toute l'armée, donc toute la colonne de Montagnac. Lui-même, il a été blessé à mort. Il va donc perdre la vie pendant la bataille. Ils vont se replier. Et il va donc y avoir 80 soldats plus précisément qui vont échapper donc à la mort durant les batailles. Ils vont se réfugier à l'intérieur même du marabout Sidi Ibrahim. C'est pourquoi on l'appelle la bataille de Sidi Ibrahim. Donc ils ont essayé 3 jours, pendant 3 jours, de résister. Mais certains, il va y avoir 18 personnes qui vont se rendre et les autres seront donc tout simplement décimés. Donc Montagnac va périr dans la confrontation et toute sa troupe sera totalement anéantie. Le 27 septembre, donc le lendemain de la fin de la bataille, c'est-à-dire le lendemain du 26, c'est le lieutenant Martin, sur la route de Tlemcen, toujours dans la même région, ayant eu vent donc, de cette bataille, il va se rendre avec sa troupe composée de 200 hommes
avec armes et bagages et sans combattre aux cavaliers de l'émir. Pour vous dire que ce début d'automne 1845 a été extraordinaire pour la résistance de l'émir Abdelkader. Algérienne. L'émir Abdelkader qui était victime donc d'un sabotage entre guillemets, d'une trahison. Oui, en quelque sorte, tout à fait. En 1845. Il a poursuivi le... Et le contexte, on doit le rappeler parce que on est dans un contexte de la guerre totale déclenchée par Bugeaud. C'est après des enfumades du Dahra de juin 1845, après la prise de l'Asmala et après l'installation, l'occupation pratiquement de toutes les tribus du Tel et voire de l'extrême Tel. C'est ça. Et toute la confiance est revenue après à l'émir Abdelkader, bien sûr, avec surtout ces 18 personnes qui sont restées affamées, sans munitions, sans vivres. Qui étaient obligées de se rendre. Et puis l'histoire, parce que Bugeaud, qui n'a pas gobé, passez-moi l'expression, cette humiliation, ne va pas, avec donc, les historiens de l'époque, retenir le nom de Montagnac. D'ailleurs, vous pouvez... Dans les livres d'histoire, d'ailleurs, on le retrouve dans les manuels spécialistes, dans les dictionnaires, on retient parce qu'il avait ce qu'on appelle déshonoré l'armée de Bugeaud. C'est ça, exactement. Seulement, cette bataille existe au château de Vincennes, la fresque. Il y a deux fresques représentant cette importante bataille. Voilà. Et bien sûr, la victoire est revenue à l'armée populaire de l'émir Abdelkader. C'était un véritable coup d'éclat dans le contexte de l'époque. Tout à fait. Et bien, en tout cas, c'est une belle bataille qui a été livrée par des hommes forts, courageux, pour libérer l'Algérie, pour ne pas se rendre et surtout devant l'occupant français. Voilà, merci beaucoup Hassan, c'est toujours un plaisir de suivre ces textes que vous rapportez si bien à travers notre rubrique Une page d'histoire. On se donne rendez-vous dès dimanche prochain. Eh bien, on vous dit bonne journée. Merci. Voilà, on continue, je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes avec le groupe Tikou Bawin. On se retrouve juste après. زغرتيني ري ورت اللين امان زغرتيني ري ورت اللين امان ورت اللين ونان ورت اللين شكان ورت اللين ونان ورت اللين شكان ورت اللين مقلان زغرتيني ري ورت اللين امان زغرتيني ري ورت اللين امان ورت اللين ونان ورد اللي نشكان ورد اللي نونان ورد اللي نشكان ورد اللي مقلان هري غن كرا غير المسنقل الزرت فوق الزغداتي لي الزرت فوق الزغداتي لي عايد مرشد ماوي الزغدين تكما ورد الليل شكال ورد الليل نونان ورد الليل شكال ورد الليل مقلان
يدعنا ظروف تيهر وتهولن يهد البرج أدرر دهدار يهد البرج تدرر دهدار تيدك التهاس تيدي منهي سلمان صغرتيني ورد الليل أمان صغرتيني ورد الليل أمان ورد الليل نونان ورد الليل شكان ورد الليل نونان ورد الليل شكان ورد الليل. Une belle chanson et surtout de belles images qui donnent vraiment envie à notre rubricard. Donc Nabila Abeda qui est parmi nous. Bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci Amira pour cette belle chanson. Si on avait un tour de magie à faire, on vous prendrait carrément pour vous mettre directement dans le clip comme ça. Direct. Et ça vous ferait très plaisir. Oui. Carrément. Ah ouais, eh ben oui. Essayons, essayons. Voilà. Essaye, peut-être ça va marcher. Fin de semaine, mais bon, ça sera pas dans le sud, ça sera plutôt à... On va pas le dire, allez. On va laisser la surprise. Hein. On va laisser la surprise parce que Nabila, à chaque fois, à travers donc son émission, nous emmène, nous fait voyager à travers toute l'Algérie. Ces escapades, bien sûr, de Nabila. Eh bien, dans un moment, les périples. Oui, les périples de Nabila. Dans un moment, on va parler, bien sûr, d'une belle région. Encore une fois, sur Annaba, on va rester sur Annaba. Mais avant, on va présenter aussi notre invitée, Madame Hania Ladjel. Bonjour et bienvenue, marhaba bik. Bonjour, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Vous faites énormément de choses sur le terrain avec les jeunes, la solidarité. Beaucoup, les enfants, les adolescents. Donc on les prend en charge dans nos établissements qui font partie. Tout à fait. Vous êtes justement la directrice du centre psychopédagogique de Bir Khadem. Vous représentez le ministère de la Solidarité. Vous allez nous parler justement de tout ce que vous avez préparé pour cette rentrée scolaire pour les enfants. Comme chaque année, bien sûr, comme chaque année, on reçoit nos enfants après une longue durée de vacances. Donc ils sont tout contents de revenir vers leur classe, vers leurs éducateurs et enseignants. Donc on essaye de préparer tout le confort et tous les moyens sont mis pour les recevoir dans de bonnes conditions, bien sûr. Et surtout les moyens didactiques et les moyens de jeu et d'espace vert. C'est un centre psychopédagogique justement pour des enfants aux besoins spécifiques. Donc ce sont des enfants en général qui présentent un retard mental et aussi l'autisme. Donc d'ailleurs qui prend de l'ampleur en Algérie. Et devant la question pourquoi et comment faire. Et on est là, bien sûr, pour faire face avec nos spécialistes et nos enseignants. Donc, nous avons des classes au niveau de l'établissement. Ils prennent en charge entre 8 et 10 élèves. Donc, ils commencent par, bien sûr, leur rentrée au mois de septembre, comme tous les enfants de l'Algérie. C'est important de faire la même rentrée. Bien sûr, ils font tout le temps la même rentrée. Ce sont des enfants qui font partie d'une famille, donc ils ont des frères et sœurs qui vont donc aussi faire leur rentrée. Donc, ils vont peut-être se comparer et se dire, bien sûr, tout à fait. Ils ont leur tablier, ils ont leur cartable, comme tous les enfants. Ils sont contents de revenir après leurs vacances. Ils trouvent leurs enseignants. Et nous avons aussi des classes spéciales au niveau des écoles ordinaires. Tout à fait, donc, ils des ont adaptations des avec des auxiliaires, voilà. Et on essaye de les adapter au programme national, bien sûr, où ils sont pris en charge tout à fait normalement, comme tous les autres enfants. Tout à fait. Vous avez juste insisté sur, bien sûr, l'apprentissage qui est différent, parce que vous devez faire appel à des moyens plus spécifiques, avec des enseignants et des formateurs aussi qui ont été donc reçus des formations. Oui, bien sûr. Il y a tout un amalgame de formations. Nos spécialistes, ils sont formés pour... Et chacun a sa spécialité, bien sûr. Nous avons les enseignants qui ont été formés, bien sûr, pour prendre en charge ces enfants. Et aussi même les orthophonistes, pédagogues et psychologues cliniciens. Ils sont tous, ils nouent bien sûr les efforts pour
bien sûr, faire face à ce problème qui ont nos enfants, surtout par rapport au comportement, parce qu'ils ont différents types de retard et différents types d'autisme. Donc, c'est pour ça que chacun, il est formé dans la spécialité pour pouvoir faire face. C'est ça. Et, différents degrés, surtout. Oui, hein, c'est différents degrés. Donc, les enfants qui sont au niveau de l'établissement, on les prend en charge dès l'âge de précoce déjà, donc dès l'âge de 3 ans, 4 ans, qui commencent chez nous. Donc, on commence par, bien sûr, le comportement et l'autonomie. C'est ça. Ensuite, on va vers, bien sûr, la didactique, qui est la pédagogie spécialisée. C'est ça. Bien sûr, avec des moyens parce que l'enfant qui présente un retard mental, il apprend plus par le visuel que par l'écriture. Donc, plus d'efforts oui. à fournir. Oui, plus d'efforts à fournir. Donc, ensuite, on passe par l'apprentissage manuel. Donc, en général, les enfants qui sont au niveau du centre, ils passent par plusieurs étapes pour finir dans des ateliers de préformation. Oui. Ensuite, la formation professionnelle, où notre ministère, il a fait des conventions avec la formation professionnelle. Oui, nos enfants, ils sont pris en charge totalement par la formation professionnelle, où ils ont des diplômes en fin de stage. C'est très bien, parce que c'est important. Justement, quand les parents on leur diagnostique un enfant avec un retard, avec un autisme, et ça c'est très difficile de pouvoir... Oui, on prend en charge la souffrance des parents en premier lieu, dès leur venue. Oui. On leur explique qu'il faut beaucoup donc, de prise en charge, il faut vraiment accompagner l'enfant déjà au sein du foyer, mais aussi donc, trouver une prise en charge aussi à l'extérieur, c'est-à-dire l'école qui va devoir aussi prendre le relais et pouvoir les former. Et on fait déjà de la guidance parentale au niveau de nos établissements pour apaiser déjà la souffrance des parents, parce que devant certains troubles, les parents ils sont désemparés, et là on intervient nous pour apaiser de leur souffrance et leur expliquer qu'on est là, il n'y a pas de souci, votre enfant il va avoir un avenir, parce que pour eux c'est flou, c'est vraiment dans l'incertain. Avec nos spécialistes, bien sûr, au niveau de l'établissement, on les soutient jusqu'à la fin du cursus de leur enfant sur le plan moral et sur le plan, bien sûr, savoir. Pour certains enfants qui ont des besoins spécifiques, c'est vrai qu'ils sont tous différents, des degrés différents. Il y en a qui débordent d'amour, ils sont bien sûr bien accueillis avec les encadrants, qui sont heureux aussi de les retrouver. La première des choses, il faudrait aimer, il faudrait les aimer. Parce que si on n'aime pas, on ne pourra pas pouvoir travailler. Parce que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail dur. Donc il faudrait aimer pour pouvoir donner qu'est-ce qu'il faut pour cet enfant. Tout à fait. Et nous, au niveau des établissements, c'est plus pour nous mettre l'enfant dans une ambiance de paix et de sérénité, en plus d'amour surtout. Beaucoup d'amour pour pouvoir arriver à se retrouver. Oui. C'est une deuxième famille, c'est obligatoire. C'est une deuxième famille parce qu'ils passent beaucoup de temps avec nous, avec les parents, parce qu'ils viennent de 8 heures jusqu'à la fin de la journée. Oui. Donc on est là, bien sûr, ils mangent avec nous, ils jouent avec nous. Donc c'est pour ça qu'il faudrait faire ça fait partie de l'apprentissage aujourd'hui, de la vie. Alors, de la vie quotidienne. La vie quotidienne, pouvoir accepter les échecs, pouvoir accepter aussi de partager les choses avec ses camarades, avec sa famille, etc. Donc peut-être que cette année, ça a été particulier, une rentrée sous un thème différent peut-être? Non, c'est toujours amour et paix et sécurité, bien sûr. Très bien. Donc, nos enfants, c'est toujours l'avenir vers l'avant, parce que l'apprentissage, c'est important dans la vie de nos enfants, parce que si on n'est pas là, on ne fait pas les efforts qu'il faut. Donc, où ils vont aller, ou là où ça sera leur avenir. Donc, c'était l'amour, c'était l'ambiance de joie, bien sûr, avec les portes ouvertes dans tout. Et ça ne fait que commencer, hein, parce que je sais que tout au long de l'année, vous avez des programmes, vous avez aussi des sorties, vous avez des sorties pédagogiques qui sont orientées, il y a des fêtes.
bien sûr, ils fêtent les fêtes nationales et les fêtes religieuses. Donc, ils participent à toutes les activités de la vie quotidienne, bien sûr. Ben, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On souhaite bonne chance et bon courage pour tout le staff aussi encadrant et surtout une bonne scolarité à tous ces enfants. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, je rappelle. Continuité à nos enfants. Je rappelle, Madame Henia Lahjal, vous êtes donc directrice, Henia Lahjal, directrice du centre psychopédagogique de Bir Khadem. Oui. On aura l'occasion probablement de venir vous voir aussi chez vous. Vous serez la bienvenue et nos enfants seront très contents de vous voir, bien sûr. Continuez comme ça. On va rester ensemble. Tout de suite, on va retrouver la rubrique tourisme de Nabila Abada pour aller voyager un petit peu également. 27 septembre. Oui, Nabila, bonjour. Bonjour. Le 27 septembre. Oui, je rappelle que le 27 septembre coïncide toujours avec la journée internationale du tourisme. Du tourisme, tout à fait. Donc, alors pour l'année dernière, c'était le tourisme et la paix. Et pour cette année, c'est le tourisme et la transformation durable. Oui. Donc voilà, c'est un tourisme assez responsable. Donc côté environnement, c'est la préservation de l'écosystème et de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion responsable des ressources naturelles et déchets. Et dans le côté socio-culturel, on a le respect de l'authenticité, la promotion de la mixité sociale et la participation de la communauté. Enfin voilà, comme quoi je voulais faire vraiment parler de la journée, sur cette journée. Voilà, journée internationale hier. J'aime bien le tourisme responsable. Oui, c'est ça. Cette année, vrai en plus. C'est le cas, c'est le cas. Et les périples de Nabila, à chaque fois, on a un petit, toujours un petit côté où on parle environnement, où on parle des gens qui font attention à ça, et aussi on est là pour encourager le tourisme. Lancer un message, le tourisme responsable, toujours. Tous les jeunes qui nous proposent sur les réseaux sociaux des rencontres, des organisations donc, de voyages, de périples, etc., eux aussi sont très responsables. Ils en parlent. Exactement. Cette génération est très responsable. On le voit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un truc aussi, c'est quelque chose de mondial aussi. On voit, on fait attention. On ne sait pas si ça vend mieux. Exactement. Mais tant mieux aussi, parce que aussi la planète aussi maintenant fait des siennes aussi. Ça. Maintenant, voilà, l'été n'est plus ce qu'il était, l'hiver, enfin les saisons. Fait des rimes ce matin. Exactement. Voilà. Exactement. Et du coup, oui, c'est une génération qui est assez responsable et on le voit à travers que ce soit par rapport aux influenceurs qui font aussi à travers le territoire national et même aux agences, qu'elles soient petites ou grandes, mais les petites qui font des sorties pendant le week-end. Oui. Alors, ils insistent toujours par rapport à tout ce qui est environnement, les déchets, quand on finit la journée, le bivouac, la balade, il faut toujours avoir un petit sac. Ce n'est rien de prendre. C'est un geste simple. Exactement, tout simplement. Voilà. Alors, on va parler donc de Annaba. On continue? Oui, on continue parce que voilà, on a dit au revoir à l'été, à la mer, même si l'été indien en ce moment s'est installé, mais voilà. Alors cette fois-ci, ça va être le tour du parapente. Alors il y a deux ou trois activités que propose cette agence de loisirs à Annaba. Donc ce qui est bien, c'est que des fois, on n'a pas envie d'aller à la mer, ou même en ce moment, durant l'année, ce qui est très favorable quand il y a du vent. Et donc voilà. Donc il y a la première vidéo, c'est ça. On est sur le mont Seraïdi. Donc je vais vous laisser apprécier. Massif forestier. Massif forestier, très important. Donc là, voilà, je pars avec Mira et Walid. C'est un couple de parapentistes. Et donc, on se donne rendez-vous à Oued Boukhara. C'est une plage très connue chez les Bonnois, que je salue en cette matinée. Et on prend les affaires. Et maintenant, il va y avoir, je vais parler avec Mira. Si Mira veut bien laisser le son. Championne, 3 fois championne d'Algérie en précision d'atterrissage. Depuis 2024, j'ai commencé l'international. Donc, j'ai eu la médaille de bronze en Irak. Je sais pas si on entend. Et ensuite, j'ai participé à la Coupe du Monde à l'ANIA. J'ai été classée 6e. J'ai passé 15 jours au Kazakhstan et j'ai participé à 5 compétitions. Donc, j'ai obtenu 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze. C'est génial.
Oui, c'est formidable. Hein. Oui. Et donc, et tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 2017. 2010. Et tu es la seule Algérienne? Non, je ne suis pas la seule Algérienne. Il y a d'autres filles de Béjaïa. Mais pour Arnab, je suis la seule. Arnab, elle est la seule. Et ben, on est tombé pile poil Mac. Déjà. Donc moi, j'aurais plaisir et la chance aussi de monter, de voler, avec Walid, votre chéri. Hein. Oui, mon mari, oui. Voilà. Très bien. Et ben, vous avez aussi un fils hein, qui vole oui, ou Yanis aussi. Yanis. Très bien. On vole en famille de toute façon. Super. Merci beaucoup Mira. Il y a d'autres succès qui vous attendent encore. Oui, je pars en Allemagne pour la 4e manche de la Coupe du Monde et ensuite je pars à Alanya aussi pour la Coupe des Nations. Très bien. Bah, voilà. Go Mira, go, go, go. Inch'Allah. Et nous, eh ben, on va se préparer avec Walid. Ah, ça donne envie, la musique et tout. Et puis la championne surtout, hein, qui est vraiment trois médailles. Et 3 médailles, c'était en juin. Hein, donc, entre-temps, elle est repartie en Allemagne. On l'avait attendue. Elle est rentrée voilà, d'Irak, d'Afghanistan. Oui, oui, elle est... elle voyage, elle fait plusieurs compétitions. Et elle ne revient pas les mains vides. Hein, sur d'elle. Sur d'elle. Et c'est elle qui a initié son mari à cette activité. Tempérament bien trempé, typiquement algérien. Ah oui, typiquement Benoît. Et ils ont leur fils aussi qui vole aussi. Carrément. Et là, voilà, on découvre... Nabila aussi qui avec Walid. Ouais. Rien ne l'arrête, Nabila. Mais je touche à peine avec mes pieds les arbres. Oh, et la vue, vous savez, la montagne comme ça qui se couche sur la mer. Et la mer avec une eau turquoise. Un vent comme il faut. On est pas mal quand même. Allez. Ah oui. Franchement, j'en ai connu des sensations et à chaque fois je vous en parle. Vous, les téléspectateurs de Canal Algérie, surtout des périples de Nabila. Mais là, c'est assez aussi impressionnant. Survoler les montagnes. À chaque fois, l'équipe me titille et me disent que j'ai la larme facile, mais il faut vraiment... oui, mais il faut vraiment rester de marbre hein, pour ne pas apprécier un décor merveilleux. Hein. Là, on était entre les montagnes. Je disais, je touchais à peine avec les pieds, les arbres. Et là, je suis sur les... On survole la mer. La mer, c'est formidable. Voilà. Elle a belle coupe. Oui, c'est ça. C'est magnifique. La larme aux yeux. La larme aux yeux. Toujours. Enfin, toujours, je ne fais pas exprès. Mais comme je le disais, il faut rester de marbre devant. Enfin, on a quitté donc le parachute. Oui. On dit parachute, c'est dérivé par le parachutisme. Oui. Mais parapente. Voilà, parapente. Et c'est les pentes. C'est par rapport à la pente. Et là, on vole. Oui. Sans avoir des ailes. C'est une sensation incroyable. J'avais fait ça wet souffle, mais par moteur. Donc il y avait le sang du moteur et on ne vole pas aussi haut. Mais là, on se sent libre, on se sent oui, complètement. C'est une aile. Survolé comme ça, il y a la faune, enfin les arbres. Après c'est la mer et quel décor. C'est fou. Quel panorama. Et là, c'est une deuxième activité aussi, si ce n'est aussi... Ouais, c'est une deuxième, c'est... On a pris maintenant, alors la Jeep, les quads, et on va découvrir ici un circuit assez particulier que propose ce centre de loisirs. Une balade terrestre comme ça, et je suis avec Fouad, accompagné. Aslam Fouad. Aslam. واش راكم لاباس؟ مرحبا بكم في عنابة. الله يسلمك. عنابة c'est bon la coquette. Une ville touristique. Voler à travers cette belle rencontre, une belle rencontre à cette championne algérienne, belle découverte aussi. Vous avez mis à l'honneur.
C'est ça. Mais Miala aussi, elle vole depuis un certain moment. Et je vous disais tout à l'heure, elle a initié son mari et son enfant. Et franchement, on est très à l'aise. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se laisser guider. Et, Vous êtes courageuse, Nabila. En tout cas, moi aussi, j'aimerais bien en faire. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de le faire. Il n'y a pas loin d'ici. Bah, Abdjaya, il y a aussi des filles et des championnes. Hein. Tout à fait. Mais il y en a un peu partout. Merci beaucoup, Nabila. On te dit bonne journée. Merci. Et puis, bien entendu, on se retrouvera, si vous êtes là, la semaine prochaine. Sinon, on aura bien sûr de belles images que vous nous rapporterez à chaque voyage que vous ferez. Bien. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Et puis, on dit peut-être à notre invité, peut-être que ça sera l'objet d'une rencontre avec des enfants. Oui. Peut-être qu'à l'occasion, ils leur feront un petit voyage de paramoteur. Ça leur ferait plaisir. Pourquoi pas, oui, très plaisir. Il faudra organiser cela. Oui. Ils seront ravis, ils auront le sourire. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci à très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Continuez à nous suivre sur Canal Algérie parce que juste après, vous aurez aussi le plaisir de retrouver Meriem Moussaïd dans l'instant matin, bien sûr, avec son invité. Et puis, quant à moi, je vous dis à demain. Merci à toute l'équipe. Au revoir et bonne journée.